Bonjour à tous. On est très heureux de recevoir ce soir Xavier Bertrand. Merci à vous, Xavier, pour votre temps ce soir, pour un nouveau webinaire X sur So. Alors, je vais vous présenter très rapidement, vous pourrez compléter bien sûr. Donc, vous avez été ministre de la Santé et du Travail, vous avez eu des nombreuses fonctions électives et vous êtes maintenant président de la région Hauts-de-France. Et vous avez eu notamment toujours des idées, des propositions pour le pouvoir d'achat des Français et pour donc des aspects très concrets pour améliorer la vie des Français. Et on a très envie de vous entendre aujourd'hui, notamment sur les grands enjeux économiques et sociaux auxquels fait face notre pays et peut-être des solutions. Qu'est-ce que vos propositions pour y répondre? Donc, je vous propose que vous commenciez par une intervention introductive et ensuite les participants pourront poser leurs questions via le chat ou demander la parole en levant la main via la fonction de Zoom. Voilà, c'est à vous, cher Xavier Bertrand. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous, mesdames et messieurs, de vous être connectés sur ce webinaire que je souhaite le plus interactif possible. Laurent a choisi un thème, les grands enjeux économiques et sociaux auxquels les Français font face et comment y répondre. Donc, le thème est tellement vaste que plutôt que de faire mon cadrage à moi, je souhaiterais vous tendre quelques perches, dresser quelques pistes, vous livrer quelques convictions et que vous puissiez réagir et que vous puissiez aussi me challenger sur un certain nombre de sujets. Il ne s'agit pas pour moi de définir ce qu'est un projet de société ou le projet de société que je crois indispensable, sinon je parlerai de choses qui ne se résument pas aux enjeux économiques et sociaux. Je pense pour ma part que nous avons aujourd'hui clairement une priorité qui est essentielle, c'est celle du rétablissement de l'autorité, mais c'est un préalable à tout. Et pour moi, si je rentre vraiment dans la logique des enjeux économiques et sociaux, je pense clairement que la question du travail reste une des questions centrales de la société française. La question du travail comme question centrale, tout simplement parce que elle permet de se placer du côté de ceux qui donnent du travail, les entreprises, les employeurs, la politique bien évidemment de l'offre qui est à poursuivre, la modernisation de notre économie, la modernisation et le renforcement de notre industrie, mais elle est aussi essentielle parce qu'elle parle aussi à celles et ceux qui travaillent. Et si je faisais une analyse un peu plus sociologique, je pense notamment aux classes moyennes qui sont certainement la véritable ossature de la société française et qui sont aujourd'hui, pour certaines, euh, en inquiétude, voire même en désespérance. Donc, vous voyez, on est bien sur une logique qui est à la fois économique et sociale, et ça pose aussi la question, si on parle du travail, de celles et ceux qui sont privés de travail, comment ils peuvent y accéder. Ça touche aussi clairement les enjeux de formation. Donc, vous voyez, pour moi, cette question du travail est essentielle. Mais quand je dis ça, vous pourriez aussi me dire, comme le disent un certain nombre d'amis, bah, attention, quand tu parles du travail, tu es complètement à côté de la plaque. Le travail n'est plus une valeur qui parle. Les gens n'ont plus la même relation au travail. Est-ce que vraiment aujourd'hui, c'est une valeur d'avenir? Eh bien, moi, je pense que oui. Même si nous avons besoin de redéfinir clairement ce qu'est le travail et de bien réinterroger également cette question du travail parce qu'aujourd'hui, on le voit surtout sur l'après-Covid, nous avons un rapport au travail qui s'est transformé. La relation ou le partage, la ligne de partage entre la vie personnelle et la vie professionnelle a été profondément modifiée et elle continuera à l'être. Parler du travail aujourd'hui, c'est clairement poser sur la table la question de la rémunération du travail. Parler du travail, c'est aussi parler des conditions de travail. Parler du travail, c'est aussi parler des perspectives d'évolution dans le travail, pas forcément dans son travail actuel, mais aussi tout au cours de sa carrière professionnelle. Et c'est aussi poser également la question de la reconnaissance dans le travail. Si toutes ces questions ne sont pas posées, si on n'y apporte pas des réponses concrètes, oui, effectivement, le travail pourra apparaître comme une valeur d'hier, ce que je ne crois absolument pas et ce que je ne pense absolument pas souhaitable pour la société française. Donc, vous le voyez, parler du travail, pour moi, c'est central parce que ça permet de parler à tous, celles et ceux qui donnent du travail, celles et ceux qui travaillent, mais surtout, ça permet clairement de remettre aussi les choses à leur place parce qu'encore une fois, je suis intimement convaincu que nous pouvons aujourd'hui
parler du travail si nous avons redéfini ce qu'est aujourd'hui la notion moderne du travail. Et puis, si on est sur les enjeux économiques et sociaux, je voudrais vous tendre une autre perche qui consiste aussi en une autre forme de gouvernance française. Notre pays est un pays formidable, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un pays qui souffre d'une hypercentralisation. Alors, ça n'est pas seulement le cas depuis 2017. Il faut savoir que depuis 2007, depuis Nicolas Sarkozy, même si de 2012 à 2017, les choses ont semblé un peu différentes, elles ne l'ont pas été tant que ça. On s'aperçoit d'une hypercentralisation, à la fois dans les mains du président de la République, mais aussi dans une forme de centralisation très parisienne. Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de faire un poujadisme à l'ancienne sur Paris, province. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, l'État n'assume plus clairement ses missions parce qu'il s'occupe de trop de choses. Comme il s'occupe de trop de choses, il s'en occupe plus bien, plus très bien. Donc moi, ce que je propose, c'est ce que j'ai appelé, conceptualiser la République des territoires. Je suis intimement convaincu, et vous allez voir que ça touche directement l'enjeu de cette conférence sur les enjeux économiques et sociaux. L'État devrait revenir pour sa part, l'État central, à ses fonctions régaliennes, la sécurité, la justice, la politique migratoire, la défense, la diplomatie, la préparation de l'avenir, la garantie des grands équilibres, mais pour le reste, tout le reste doit être décidé au plus près de nos concitoyens dans les territoires. Vous allez me dire, ah oui, ce que vous voulez, c'est une nouvelle étape de la décentralisation. Non, 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 non. Pas seulement la décentralisation. Je souhaite qu'il y ait un nouveau rapport entre ce qui se décide à Paris dans les territoires, mais avec l'État. Mais avec l'État. Si vous me challengez davantage, je vous dirais que ce qui est nécessaire, ce qui est indispensable, c'est une décentralisation et aussi une déconcentration. Prenons un exemple. Je plaide, moi, pour ma part, qu'un préfet de région, soit l'unique dépositaire de toutes les fonctions de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un recteur est à côté d'un préfet et il a le droit d'avoir de bons rapports avec lui, mais si tel n'est pas le cas, c'est sa totale liberté. C'est la même chose pour un directeur général de l'Agence régionale de santé. Je pense que toutes les fonctions de l'État devraient clairement être incarnées par le préfet de région. Et d'autre part, je souhaite qu'il y ait moins de pouvoir dans les ministères, les administrations centrales, pour déléguer ces pouvoirs au préfet. Je vais vous donner un exemple. En matière économique, au nom d'un intérêt économique avéré, d'un intérêt économique régional, je souhaite par exemple que les préfets puissent déroger à des réglementations nationales si tant est qu'ils puissent, lui, invoquer un intérêt régional, notamment en matière économique. Aujourd'hui, vous avez sur les architectes des bâtiments de France, il ne ressort que de la compétence du ministère de la Culture. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un rôle, un regard de la part du préfet sur ces questions. Sur les questions notamment d'inspection du travail, à chaque fois, les dossiers sont examinés par la Direction générale du travail. Les préfets n'ont absolument pas leur mot à dire. Donc moi, je souhaite que, clairement, davantage de compétences, davantage de marge de manœuvre, davantage comment dirais-je, de possibilités d'action administrative soient à la main des préfets, voire même avec un pouvoir dérogatoire par rapport à un certain nombre de réglementations. Vous ne pouvez pas envisager la loi littorale de la même façon dans les Hauts-de-France que dans la région PACA, parce que le littoral n'a pas la même configuration. Il ne s'agit pas d'oublier la loi. On est dans un pays où la loi s'applique partout. Mais si vous voulez de la vraie souplesse d'adaptation, et si vous ne voulez pas vous en remettre complètement aux élus, c'est vers les préfets qu'il faut se tourner. Ensuite, bien évidemment, je souhaite qu'il y ait davantage de liberté, de possibilités, mais aussi de responsabilité à la main des élus. La République des territoires, tout ce qui concerne la vie quotidienne doit ressortir de la responsabilité des élus. On ne peut pas continuer en matière de logement à se désespérer de la situation actuelle et de ne pas voir que c'est quand même sur un territoire les élus démocratiquement représentatifs qui soient à même de donner leur regard. Pareil sur les transports, pareil sur la santé. Qu'une région, notamment, soit privée de compétences en matière de santé est une ineptie. Est une ineptie. Et d'ailleurs, je souhaiterais que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie soit en grande partie régionalisé, ce qui permettrait de faire face à des défis particuliers. La région des Hauts-de-France se singularise par une espérance de vie bien inférieure à la moyenne. Ça ne dérange pas grand monde à Paris, mais nous, ça nous pose de singuliers problèmes et ça crée aussi une inégalité de santé parmi les plus criantes et les plus inacceptables. Donc, vous voyez, un renforcement des pouvoirs des élus,
avec aussi une fiscalité adaptée, donc des responsabilités, fixer clairement l'impôt, et aussi un renforcement des pouvoirs du préfet en région pour s'adapter clairement aux différentes réalités. Je vous donnerai un dernier exemple de cette République des territoires. Je rencontrais ce matin des investisseurs potentiels à nouveau dans le domaine de la batterie. Et la question m'était posée, mais si nous venons, quel va être pour vous le gain de fiscalité? Ah ben pour un conseil régional, c'est très simple. Le seul gain de fiscalité que j'aurai, c'est les véhicules de l'entreprise qui sont immatriculés dans la région. Et c'est tout. C'est la taxe sur les cartes grises. Je n'ai aucun autre rapport. Alors, je me bats pour pouvoir obtenir un maximum d'emplois parce que j'ai besoin encore et encore chez moi de faire reculer le chômage, parce que plus d'emplois, c'est aussi plus d'espoir, mais je n'ai aucune raison autrement fiscale, effectivement, de me battre pour ce challenge de l'implantation. Et donc, vous voyez, si on a davantage de liberté pour les collectivités, il faut aussi davantage de responsabilité. Et puis est venu également le temps de simplifier ce millefeuille politico-administratif qui est devenu indigeste depuis bien longtemps. Nous avons un couple, un tandem maire-intercommunalité. Bah, il serait temps d'avoir un couple, un tandem département-région avec les mêmes élus. C'est le même élu à la mairie et à l'intercommunalité, une communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine, une métropole. Bah, pourquoi n'aurions-nous pas les mêmes élus au département et à la région, ce qui nous permettrait de simplifier et ce qui serait aussi beaucoup plus lisible pour nos concitoyens, comme effectivement pour un certain nombre d'acteurs économiques, de décideurs économiques. Donc, si l'on veut clairement relever les grands enjeux économiques et sociaux auxquels les Français font face, je pense clairement que la question du travail est bel et bien centrale, mais que la question de notre gouvernance ne peut absolument pas être repoussée au calendrier grec. J'indique aussi que dans cette République des territoires, ça permettrait également aux acteurs économiques et sociaux, de trouver davantage d'interlocuteurs en mesure de répondre aux demandes de projets sur les territoires et de ne pas être obligé de remonter uniquement à Paris. Voilà un petit peu les grandes lignes. Maintenant, si je me projette un plus long terme, on a différents défis qui sont devant nous à relever. Je le vois dans ma région, nous sommes dans une décennie de transformation, pas de transition, de transformation. Le monde va de plus en plus vite, les transformations radicales nous imposent d'aller très vite, et aujourd'hui, le temps public, le temps politique n'est pas au rythme des besoins d'évolution de la société. C'est pour ça que je parlais d'un changement de gouvernance, mais nous avons aussi très clairement, sur les enjeux économiques et sociaux, cette transformation climatique, je dis bien transformation climatique, et donc cette transformation de notre économie pour l'adapter à ces défis, ça n'est absolument pas une option, mais je crois que très clairement, sur ces questions, il est important de savoir quel est le choix que nous faisons. Soit nous acceptons la décroissance, ce n'est pas mon cas, soit nous réussissons clairement à marier économie et écologie. Ça impose des choix importants. Il y a dans certains domaines une question de rythme, mais cette ambition, de toute façon, n'est absolument pas accessoire, elle n'est absolument pas optionnelle. Et ce défi climatique, acceptable et compatible économiquement et socialement, c'est une transformation qui s'impose à nous et que plutôt que de la subir, on a plutôt intérêt à saisir à bras-le-corps. Dans la région des Hauts-de-France, c'est la raison pour laquelle nous finançons des investissements très importants, notamment avec un canal de 117 km, un canal à grand gabarit, un projet de 6 milliards d'euros qui va complètement changer la donne économique et écologique du transport dans la région. C'est la raison pour laquelle nous sommes totalement versés vers la transformation de l'industrie automobile. La vallée de la batterie électrique en Europe, c'est dans les Hauts-de-France, c'est clairement dans les Hauts-de-France. Et donc, on relève ce défi du changement des moteurs pour l'industrie automobile. Et aujourd'hui, nous avons 2500 projets qui sont labellisés REV 3, cette troisième révolution économique, et qui permettent de marier l'économie et l'écologie. Je m'arrêterai là parce que je ne veux pas vous parler tout de suite d'un autre enjeu qui concerne l'avenir et la place de nos services publics, qui ont un impact économique et social parce que c'est aussi ce qui permet encore de faire nation. Et quand je pense à ça, je pense à la santé, je pense à l'éducation que j'ai brièvement évoquée tout à l'heure dans la question du travail. Je n'aborde pas encore les questions de politique publique essentielles comme le logement, comme nos politiques de transport, mais
si je peux me permettre, dans nos grands enjeux économiques et sociaux, au-delà du court et du moyen terme, il y a une boussole qui s'impose à nous, c'est l'avenir de nos enfants. Et bien évidemment, en ayant parlé tout à l'heure de transformation climatique, il est évident que l'avenir de nos enfants répond aussi à cette préoccupation majeure. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur la gouvernance, sur la place du travail, mais aussi sur les grands défis qui sont devant nous. Le premier d'entre eux étant bien évidemment le défi de cette transformation climatique pour laquelle j'ai dressé un peu quelques pistes, je vous ai tendu quelques perches et je serais heureux de voir la façon dont vous les saisissez, lesquelles vous saisissez pour engager le débat. Alors, je n'ai pas pu voir, alors Laurent, mesdames, je ne sais pas exactement qui fait la modération. En même temps que je vous parlais, je n'ai pas pu lire les remarques qui étaient faites, donc je vous laisse le soin de les reprendre pour que je puisse répondre. Oui, oui, merci Xavier pour une très riche introduction avec deux grands pôles travail. Un, la décentralisation ou une nouvelle approche, en tout cas de la répartition des rôles entre l'État et les acteurs locaux, dont les régions, et puis d'autres sujets que vous avez aussi abordés, comme les transformations actuelles, dont la transformation climatique. Alors, les participants vous ont entendu et je vais vous poser des questions par groupe. Comme ça, peut-être c'est encore plus efficace dans le temps qui nous est imparti. Alors, donc sur des sujets, d'abord sur le sujet du travail. Donc, il y a trois questions sur ce sujet. Il y a donc Daniel Namias qui demande, quand on parle du travail, donc entre parenthèses, conditions de travail et rémunération, où situe-t-on la limite entre la responsabilité locale, et notamment il mentionne les partenaires sociaux, et global, l'État. Donc, répartition des rôles local et global pour le travail. Qui dit travail, donc Marie-Louise, qui est aussi membre du bureau d'Ixurso avec nous, qui dit travail, dit formation. Quels sont les enjeux de la formation selon vous? Formation scolaire et formation professionnelle. Et troisième et dernière question de ce premier lot de questions, de Jacques Verdonc, le taux des seniors, donc des seniors actifs, donc 55-64 ans, est de l'ordre de 55% en France, alors qu'il est proche de 75% en Allemagne. Que proposez-vous pour accroître ce taux? Voilà, je vous laisse répondre à ces trois premières questions. Bien, alors, la troisième, je vais faire à l'envers parce que c'est la dernière que vous avez citée sur le taux d'emploi des seniors. Ce taux a augmenté. Le taux a augmenté depuis maintenant une vingtaine d'années sous l'effet des réformes du travail, mais ce taux n'a pas suffisamment augmenté pour rattraper le retard que nous avons, par exemple, par rapport à l'Allemagne, pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a besoin d'un changement d'attitude des entreprises vis-à-vis des seniors et on a peut-être besoin d'un changement de regard de la société française sur les seniors. Bon, à partir du moment où vous relevez l'âge de la retraite, vous avez mécaniquement un taux des seniors qui augmente. C'est assez logique. Mais si vous voulez aller plus loin, je voudrais vous donner deux propositions pour voir comment vous réagissez. Une entreprise ne forme pas les seniors de plus de 50 ans comme elle forme des jeunes de 25 ou 30 ans. Elle n'investit pas de la même façon. Et quand on n'investit pas sur quelqu'un passé un certain âge dans l'entreprise, c'est pas forcément qu'on a envie de le faire évoluer ou c'est pas forcément qu'on a envie de le garder jusqu'au bout. Pourquoi cet effort de formation n'est pas fait tout au long de la carrière professionnelle et qu'il est concentré plutôt sur la première moitié de carrière ou sur les deux tiers de la carrière et pas sur le dernier point. Les chiffres sont flagrants. Hein. On n'investit pas en matière de formation sur les plus de 50 ans comme on investit sur les 30 ans. C'est un fait. Qu'est-ce qui empêche les entreprises de le faire? Est-ce qu'il faut des indicateurs? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut sanctionner? Je trouve qu'effectivement, on est trop dans la logique de la sanction dans notre pays. Mais ça, c'est un véritable enjeu. La clé de la formation, qui me permettra de faire le lien ensuite avec la deuxième question qui m'était posée. Le troisième sujet, ne nous voilons pas la face, un senior représente un coût plus important pour une entreprise qu'un junior. Il y a tout simplement l'ancienneté, il y a l'évolution hiérarchique, et donc le salaire est plus important. Pourquoi ne pas aller plus loin au-delà des minimes réflexions qu'il y a eu dans le texte retraite pour dire que passé un certain âge, vous pouvez avoir moins de cotisations patronales et sociales quand vous avez un senior. Ça n'est absolument pas aujourd'hui évoqué. Et pourtant, c'est une des vraies pistes. Donc, moi, je suis pour que l'on revoie le niveau des charges patronales et salariales. Et quand vous avez quelqu'un qui prolonge au-delà de l'âge de la retraite, pourquoi lui demander de continuer à cotiser de la même façon? Quand vous avez quelqu'un qui a atteint l'âge de la retraite, pourquoi est-ce que
on lève encore des cotisations chômage alors que la personne ne sera pas au chômage. On pourrait me parler d'un principe de solidarité essentiel, mais force est de reconnaître qu'on pourrait justement mieux adapter les choses. Et enfin, notre pays ne raisonne pas sur les fins de carrière comme on le devrait. Pourquoi ne pas imaginer, notamment sur des métiers où l'usure est reconnue, de permettre en fin de carrière d'avoir des temps partiels beaucoup plus développés que ça n'est le cas aujourd'hui, et de dire que si vous travaillez par exemple à 2 tiers de temps, pourquoi ne pas aller vers des rémunérations à 80 ou 85% du temps? C'est une forme de réponse à l'usure professionnelle, mais c'est aussi une vraie forme de réponse à ce souhait qu'il y a au fur et à mesure de sa carrière de pouvoir, pardonnez-moi l'expression, un peu lever le pied. Ben, on en parle, rarement, mais ça ne se pratique quasiment jamais. Alors, vous pouvez lier ça avec la question de la formation, avec la question d'une certaine façon du mentorat. Vous pouvez me parler d'apprentissage. La vérité, c'est que tout ceci n'est pas généralisé dans la société française et c'est ce qui fait aussi que le taux des seniors est aussi bas. Il y a la question des charges, très, très clairement. Il y a la question de la formation et il y a la question de l'adaptation des fins de carrière. Et quand vous regardez bien, le système a tout intérêt à avoir des gens qui restent en activité, même à temps partiel, plutôt que d'avoir effectivement des personnes qui sont placées soit dans des situations de retraite, soit en invalidité ou autre. Voilà 3 pistes sur lesquelles, si vous le souhaitez, on pourrait établir le dialogue ou aller un peu plus loin. Les enjeux de la formation sont clés. Je pense que le véritable or aujourd'hui de Laurent Barre, c'est la dimension RH, c'est le personnel. Vous savez, capital financier se trouve pour un bon projet. Le capital humain, c'est très clairement la clé principale. Or, en la matière, nous avons besoin d'adapter encore et encore l'outil de formation initiale. Je reste persuadé que dans les grandes missions qui sont celles aujourd'hui de l'école, il y a aussi d'aller vers un métier. Bien évidemment pas en maternelle, bien évidemment pas en primaire, mais à partir du collège, la question se pose clairement comme au lycée. Lire, écrire, compter, d'accord, mais aller vers un métier n'est pas non plus une option. Je pense que c'est quelque chose qui doit être clé, avec par contre un vrai trou noir français sur lequel moi j'ai essayé dans ma région de trouver des premières solutions, mais je ne suis pas encore avec un système totalement abouti comme je souhaiterais, c'est l'orientation. L'orientation, c'est une véritable inégalité républicaine. Les parents ont un bon carnet d'adresses, ne vous inquiétez pas, vous trouverez plus facilement un stage ou la bonne connaissance des filières que d'autres. Et là, on ne peut pas continuer comme ça. Je peux d'autant plus te dire que j'étais la seule région, le seul président de région à avoir accompagné à l'époque la réforme Pénicaud sur l'apprentissage, même si ça enlevait des compétences ou la place du conseil régional, je pensais que de partir des besoins des entreprises était vraiment une bonne clé. Les faits nous ont donné raison, l'apprentissage n'a pas cessé de progresser, tout en reconnaissant quand même, pardonnez-moi de le dire, que le succès de l'apprentissage ne se fait pas forcément en priorité au profit des décrocheurs et de ceux qui auraient le plus besoin de l'apprentissage. L'enseignement supérieur a permis à l'apprentissage d'avoir ses progrès incontestés, mais force est de reconnaître que là où était le cœur de cible initial, l'objectif n'est pas atteint à 100%. Mais je continue à y croire, comme je suis aussi un président de région, même si je suis un opposant à la politique gouvernementale, qui est favorable à la réforme des lycées professionnels, toujours la même idée, les débouchés, les débouchés, les débouchés. Et j'accompagne cette réforme, même si elle me coûtera cher, parce que nous aurons besoin d'adapter de nouvelles filières de formation. Et donc, pour les régions qui finançons les plateaux techniques, ça sera aussi une obligation pour nous. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, sans faire de provocation, mais en revenant à l'actualité d'hier et avec la conférence tenue sous l'égide de Madame la Première ministre, il y a une des questions qui a été évoquée, je l'avais évoquée hier matin dans un grand média, c'est que aujourd'hui, quand vous êtes dans des secteurs comme la propreté, la sécurité, les services à la personne, notamment les aides à domicile, vous avez quand même de bonnes chances de faire 43 ans de carrière à peu près dans le même secteur, dans le même métier et avec une rémunération qui ne bougera presque pas. On continue à accepter ça ou est-ce que l'on décide de se donner la possibilité, et pas seulement avec le CPF, de pouvoir saisir d'autres opportunités, de se former dans d'autres métiers? Vous savez, il fut des époques, je ne suis pas nostalgique, hein, je n'ai pas directement connu, plutôt la génération de mes parents, où vous aviez les cours du soir. Vous aviez également des examens professionnels qui permettaient de gravir des échelons par votre travail et de se remettre aussi à faire des études. Aujourd'hui, tout ça semble bien compliqué. Le CPF est une bonne voie, mais quand j'entends parler d'une sorte de ticket modérateur de reste à charge pour le CPF,
on voudrait le flinguer, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais donc, je reste intimement convaincu que le défi de la formation, et notamment de la formation professionnelle, c'est Marie-Louise, je crois, qui posait la question, c'est clairement de s'adapter aux nouveaux besoins, aux nouveaux métiers. Ce que je fais, par exemple, dans ma région, notamment sur les usines de batterie, où je vais avoir à pourvoir dans les années qui viennent 13 à 20 000 emplois directs. Donc, vous voyez tout l'enjeu. Enjeu de formation initiale, enjeu de formation des chômeurs, enjeu de formation professionnelle parce qu'il y aura des reconversions. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question des métiers, la question des compétences, de la formation, c'est la révolution qui doit être entreprise très, très rapidement. Sur la question de la fixation des salaires, c'était bien ça, Laurent? Alors, la première question, c'était comment on répartit les compétences sur le domaine du travail entre l'échelon État et les autres échelons, notamment régionaux, mais aussi partenaires sociaux. Le dialogue social régional n'existe pas. J'ai pour ma part mis en place un peu des états généraux de dialogue social régional. Nous avions arrêté avec le Covid et nous ne l'avons pas remis en œuvre. C'était assez intéressant parce que je pense que le dialogue social a toute sa place. Si vous parlez de restructuration économique, si vous parlez de nouveaux défis de formation, vous savez que demain avec France Travail, hier avec le CREFOP, les partenaires sociaux au niveau régional ont un rôle à jouer et que ce rôle a été peu reconnu par l'État. Alors, il ne s'agit pas d'ajouter une couche de dialogue social à un millefeuille qui en connaît déjà beaucoup, mais je pense qu'il est pertinent, notamment sur la question des formations des métiers, d'avoir un vrai niveau au niveau régional. Au niveau infrarégional, c'est parfois plus compliqué, on pourrait descendre dans certains bassins d'emploi, mais je pense qu'il serait intéressant au moins de réfléchir ensemble, parce que dans le cadre des CREFOP, il y a une forme d'action ensemble. Mais la vision stratégique commune, je pense que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. En ce qui concerne la question du partage de la valeur et autres, je pense que les choses se font au niveau national. J'avais vu la proposition de Valérie Pécresse d'aller vers un SMIC régional, mais la vraie question qui se pose, vous savez, ça n'est pas seulement le niveau des revenus, du salaire, de ce qui rentre, c'est aussi plus largement la question du partage de la valeur, et c'est aussi une des questions centrales pour ma part, c'est la question du reste à vivre. Le pouvoir d'achat, le niveau de vie ne se mesure pas seulement avec ce qui rentre, mais avec ce qui reste, et notamment avec les dépenses contraintes. Et quand vous voyez aujourd'hui sur l'actualité économique et sociale, Laurent, à la fois le coût de l'alimentation, le coût de l'énergie, le coût du chauffage, plus spécifiquement, pas seulement énergie, transport, et quand vous voyez la question du coût du logement, ne regardez que la question salariale, c'est passé à côté d'une bonne partie du malaise français. Donc je pense que là, il y a aussi une responsabilité de l'État. Ce n'est pas l'État qui fixe les salaires, il ne fixe que le niveau du SMIC, mais quand même qu'on en soit encore à se poser la question de ce que l'on doit faire pour les branches d'activité qui démarrent leur grille salariale en dessous du SMIC, alors que ça fait des années qu'on en parle. Je pense que normalement, ça doit être fait au niveau de l'État, mais il y a une véritable inaction de l'État depuis longtemps. Merci, merci Xavier. Donc, une réaction de Fabienne qui dit qu'il y a un sondage d'OpinionWay de septembre qui disait que 70% des DRH mettent de côté les CV des seniors. Donc, ils ne sont pas Mettre de formés côté pour les étudier ou pour les écarter? pour les écarter. Les écarter. Donc, vous avez raison, il y a totalement un changement de mentalité, mais et dans RH, il y a humain et il y a un gros travail à faire au niveau des DRH. Voilà. Ouais. Je pense qu'en plus, c'est un gâchis social et sociétal. Ouais. Il y a tellement de personnes qui se disent, bon, de toute façon, j'ai tel âge, pour moi, c'est fini, on mise plus sur moi, on mise plus sur moi. Mais ça, c'est quand même dingue, on ne peut pas accepter ça, parce que, bon, je vous dis, je pense qu'il y a des évolutions, je l'ai indiqué, je ne vais pas rabâcher, mais sur les fins de carrière, moi, j'ai déjà vu des salariés très âgés qui avaient le bonheur d'avoir sous leur aile un jeune à former. Ça leur donnait effectivement un sourire et un sens dans leur travail. Mais je pense que ça peut aussi s'accompagner d'une réduction du temps de travail en fin de carrière. Mais je crois qu'il y a de vraies perspectives pour augmenter ce taux d'emploi et puis surtout éviter le sentiment d'une forme de mise au rebut à arriver à un certain âge. Alors, je passe à la deuxième lot de questions. Je vais passer à quatre. Quatre questions d'un coup parce qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a encore deux questions sur le travail que je vais inclure dans ce lot. C'est le pouvoir d'achat, et donc c'est de Bertrand Lépinois, qui est un membre actif d'Ixurso. Pouvoir d'achat est partiellement connecté au niveau de salaire réel et donc au niveau de productivité du travail. Or, il semble que la productivité est en baisse depuis quelques années, notamment avec le Covid. Comment peut-on relever le pouvoir d'achat des Français avec une productivité qui baisse?
et Sandy Murray qui demande qu'est-ce que les gens qui disent que la valeur travail est démodée entendent par là? Parce qu'on entend la valeur travail est démodée chez certains. Donc ça, c'est deux questions qui se rajoutent aux premières sur le travail. Il y a deux questions sur l'aspect répartition des compétences entre État et échelons locaux. Donc de Marie-Louise, si on met Attendez, évidemment... si vous Ouais. me permettez, Laurent, je vais aller très vite. Le problème qu'il y a, c'est que la productivité est un peu en berne, vous l'avez dit, mais on a un autre sujet. C'est la logique de service dans l'économie française. Parce que dans la logique des services, vous avez très peu de gains de productivité qui sont possibles. Très, très peu de gains de productivité. C'est François Langlais ce matin qui signait un formidable édito très pédago sur cette question de la productivité et qui disait notamment que si vous allez chez le coiffeur, les techniques n'ont pas vraiment évolué, peut-être même depuis le XVIe siècle, et qu'au final, à partir du moment où vous n'augmentez pas le prix, vous avez très peu de gains de productivité en la matière. Donc, je pense que à cause de la place des services dans l'économie française, nous n'aurons pas d'évolution importante. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut faire le choix pour ceux qui sont salariés avec des faibles niveaux d'aller encore et encore vers une forme de prime d'activité, ou est-ce qu'il faut imaginer pour celles et ceux qui travaillent une augmentation des services minimums, ou alors est-ce qu'on met un terme à ce qu'est une forme de scandale français qui fait que dès qu'on travaille, on n'est quasiment plus aidé ou plus aidé du tout. Il y a la question, est-ce que c'est le niveau des salaires qu'il faut effectivement augmenter? Est-ce que les entreprises peuvent supporter? Est-ce que les consommateurs peuvent accepter? Premier point. Ou alors, on joue soit sur la prime d'activité, soit sur le niveau des charges. Ou alors, on sort de ce système où quand vous travaillez, et notamment pour ceux qui sont à temps partiel, vous êtes très peu aidé ou quasiment pas aidé. Je vous donne un exemple. Quelqu'un que je connais bien avait un niveau de salaire un peu supérieur au SMIC et était éligible à la prime d'activité. 80 euros par mois. Cette personne a eu une augmentation de son salaire de 100 euros par mois. Très content. La prime d'activité était supprimée. Gain net, 20 euros. Bon, quand vous avez 100 euros d'augmentation et qu'au final, vous avez 20 euros de plus sur votre compte en banque, il y a un vrai sujet. Alors, d'aller parler du travail après est quand même un peu compliqué. J'ai eu l'exemple dernièrement d'un jeune qui me dit, j'ai eu une formidable promotion, j'ai eu 400 euros de plus par mois. Ça allait tout changer. Sauf que mon APL, j'ai demandé les éléments pour vérifier, mon APL est passé de 230 à 80 euros et ma prime d'activité a été perdue. Le gain est infime par rapport aux 400 euros. Je ne parle même pas de l'impôt sur le revenu. Hein. Donc, vous voyez, on est rentré aujourd'hui, il ne faut pas se raconter d'histoire, à la fois dans une forme de trappe à bas salaire, et dès qu'on a un changement de statut, on est beaucoup moins gagnant qu'il n'y paraît, et ça, c'est perçu comme profondément injuste, et ça fait du mal à la question de la valeur travail. Donc, elle est démodée, parce que beaucoup de gens se disent qu'aujourd'hui, on ne veut plus travailler comme avant. Je vais vous donner un exemple. Il y a un candidat à la présidentielle que j'ai bien connu, dont j'ai été le porte-parole, qui en 2007 se fait élire en bonne partie sur travailler plus pour gagner plus. Et à l'époque, on a grosso modo 2 tiers des salariés qui disent cette idée est géniale. Un candidat en 2027 se présente en disant travailler plus pour gagner plus, je vous garantis qu'il sera battu. Parce que ça n'est plus ça aujourd'hui qui est le véritable moteur. Ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas travailler, mais ça veut dire encore une fois que l'ensemble des questions doivent trouver des réponses concrètes. Reconnaissance du travail, conditions de travail, progression dans le travail et rémunération du travail. Donc, quand les gens disent que c'est démodé parce qu'ils disent de toute façon le travail ne nous intéresse plus, ils sont très peu à le dire. Il n'y a pas eu de grande démission en France. C'est une fable. Aux États-Unis, elle a existé à un moment donné pour certains secteurs d'activité. Nous avons des secteurs d'activité qui, après le Covid, ont perdu énormément en attractivité, mais la réalité, c'est que la grande démission n'a pas eu lieu en France. Merci Xavier. Alors maintenant, on va passer à des questions sur le partage des compétences. Alors, Marie-Louise qui demande si on met davantage de compétences chez les préfets, ne va-t-on pas vers l'inflation des effectifs en préfecture pour une compétence éclatée? Et Daniel Namias qui demande comment simplifier les différents échelons, communes, intercommunautés, départements, régions, État, Europe? Comment faire? C'est simple. Le même élu départemental et régional, le même. Donc là, aussitôt, vous avez gagné à peu près 40% des élus départementaux et régionaux, tout de suite, immédiatement.
Et comme les élus ne sont pas schizophrènes, vous aurez aussi une meilleure coordination. Je vous donne un exemple. Alors moi, je ne vais pas vous reprendre la fable qu'avec une réforme territoriale, vous allez gagner, je ne sais plus, 5 milliards, 10 milliards ou 15 milliards, ce qu'avait dit André Valigny, où il avait reconnu que c'était son directeur de cabinet qui avait dû bricoler sur un coin de table un chiffre et qui lui avait donné pour la conférence de presse. Je peux remercier André Valigny de son honnêteté intellectuelle, mais moi, je ne vais pas vous faire la même fable. Si vous regroupez donc les mêmes élus, départements et régions, vous réaliserez des économies à terme, parce que les effectifs étant ce qu'ils sont, et avec le statut, les gens ne pourront pas être licenciés, donc ils resteront là. Et vous ferez des grandes économies à terme sur les fonctions support, sur les fonctions RH, sur l'informatique ou autre. Non, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt est tout simplement que si vous avez le même élu et une politique commune, vous aurez une meilleure coordination entre la politique du RSA, la politique d'activation du RSA et les politiques de formation. Le RSA est géré au département, la formation à la région. Bon, bah même quand on essaye de se parler, de bien travailler avec les départements, c'est pas si évident que ça, parce que ce sont des élus différents, des logiques différentes. Vous avez une cité scolaire, il y a un lycée, un collège. La cité scolaire mérite rénovation. Si les élus ne s'entendent pas, elle ne verra jamais le jour. Si les élus s'entendent, ça mettra du temps parce qu'il y a le process du département pour le collège et le process de la région pour le lycée. Si c'est le même élu, vous n'avez plus le problème du jour au lendemain parce que c'est la même coordination. Donc, vous gagnez en nombre d'élus. Les économies ne sont pas très importantes, mais c'est aussi un symbole. Mais vous y gagnez forcément en termes d'efficacité et à termes d'économie, mais c'est l'efficacité qui est effectivement le premier marqueur. Donc voilà comment on pourrait très rapidement réduire le nombre d'élus, réduire le nombre d'échelons et se permettre un véritable gain en termes d'efficacité. Alors, est-ce que ma proposition va gonfler les effectifs de la préfectorale? Normalement, non, surtout si vous sortez des gens des ministères, des administrations centrales, et que vous les placez auprès du préfet. Il n'est pas question d'avoir des recrutements, je le dis très clairement, mais vous savez, c'est quand même une immense blague que de dire que des services entiers des ministères sont déconcentrés, sont placés en province. À chaque fois, quand vous regardez la réalité des implantations en province par rapport à Paris, vous voyez que le compte n'y est pas. Donc, en revanche, vous pourriez très bien vider les administrations centrales d'un certain nombre d'effectifs pour pouvoir les placer auprès des préfectures. Mais mon idée étant de simplifier, c'est pas de faire la même chose avec le même nombre d'agents. Bien au contraire. À la région des Hauts-de-France, on a décidé de se réorganiser et aujourd'hui, on est capable de faire, notamment dans certains domaines, avec moins de monde ou de financer de la formation des demandeurs d'emploi avec un budget moindre. Enfin, j'ai maintenu le budget, mais je forme plus de monde. Et c'est possible. Ce que font les entreprises, c'est aussi possible et pour l'État et pour les collectivités locales. Merci. Donc, un nouveau lot de questions. Alors, donc de Pierre Gambardella, que préconisez-vous pour contrôler les sujets de sécurité et d'immigration illégale? Pensez-vous que la maille régionale soit la réponse? Et une question différente. Donc, je vais vous en poser deux autres. Donc, Marie-Louise, une question très vaste, le défi démographique, qui demande votre avis là-dessus. Et Jacques Verdonc, donc là, on revient aux questions économiques. Les Hauts-de-France accueillent 4 gigafactories de batteries pour véhicules électriques, ce qui représente des milliers d'emplois directs. Ce sont des nouveaux métiers, de nouvelles formations à mettre en place. Pensez-vous que la formation sera suffisante pour répondre à ces besoins quantitatifs? Voilà. Je vous laisse répondre à ces trois questions. Alors, si c'est la formation initiale, la réponse est non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, on essaye de faire très différemment. Donc, la région des Hauts-de-France, au final, ce ne sera pas 4 gigafactories. On sera à beaucoup plus que cela en termes de gigafactories. D'ailleurs, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est déjà à 6 et qu'on continue les pourparlers. C'était l'objet notamment d'un déjeuner de travail avec des investisseurs potentiels. Enfin, j'ai un vieux réflexe d'assureur, tant que ce n'est pas fait, c'est pas fait. Tant que ce n'est pas signé, ça n'est pas fait. Mais et notre premier défi, très clairement, c'est un défi qui touche la formation, les compétences. Mais nous nous sommes dotés d'outils spécifiques. C'est-à-dire que nous avons notamment une vraie plateforme qui s'appelle Électromobilité, qui a vocation dans les années qui viennent et dans la décennie, il reste 6-7 ans, à pouvoir former 13 000 personnes, 13 000 emplois directs. On s'est trompé, il faudra en former quasiment 20 000 en termes d'emplois directs, avec un certain nombre de nouveaux métiers. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est que tous les acteurs sont dans cette plateforme
et que des acteurs économiques qui sont concurrents, Peugeot, Renault et autres, sont intégrés et sont partenaires parce qu'ils ont bien compris que plutôt que de se faire une compétition acharnée pour aller chercher tel ou tel salarié, il valait mieux avoir un vivier de salariés formés. En plus, en termes d'ouverture, tout n'est pas en même temps, ça va s'échelonner sur les années qui viennent, donc ils ne sont pas en compétition directe pour solliciter les salariés. Donc, vous voyez, des outils dédiés vont nous permettre de relever ce défi. De toute façon, j'ai une obligation de résultat. Si je ne suis pas capable de relever ce défi de la formation, toute l'attractivité du conseil régional, ça sera effectivement terminé. Donc, en tout état de cause, je suis aujourd'hui avec une logique qui consiste à dire des outils dédiés vont nous permettre de répondre à cet enjeu de la formation. Sur la question du défi démographique, eh bien, j'aimerais qu'on prenne à bras le corps cette question du défi démographique. Aujourd'hui, on le voit bien, la question des enfants, c'est une question de confiance en l'avenir. Et même si la France reste à un niveau un peu plus important que d'autres pays européens, nous avons une démographie qui est en berne, qui en dit très long. Il y a le problème de confiance en l'avenir, il y a le problème effectivement de la projection, de la projection dans l'avenir. Et puis, il ne faut pas aussi oublier une chose, hein, c'est qu'il y a aussi une question qui est une question financière. Avoir un enfant, ça représente également des charges supplémentaires qui ne sont bien évidemment pas à mettre en face du plaisir d'avoir des enfants, souci de transmission, mais c'est quand même qui coûte. Et il y a eu aussi un certain nombre de réformes qui ont fait qu'aujourd'hui, en ayant des enfants, le niveau des prestations familiales, du quotient familial qui a été revu, ça ne permet pas forcément de faire face de la même façon. Encore une fois, les aides qui sont apportées ne suffisent pas, mais cette question du pouvoir d'achat, du niveau de vie, ne permet pas forcément de se projeter. Quand vous avez des gens qui effectivement travaillent et n'arrivent pas à se projeter, n'arrivent pas aujourd'hui à faire face à leurs dépenses quotidiennes, un enfant en plus, ça reste compliqué. Après, vous le savez, on a quelque chose de très fort et d'assez nouveau. C'est aussi des jeunes qui, avec le défi climatique, pensent que l'absence de réponse à la hauteur de la part des responsables politiques fait que, est-ce que forcément on veut faire des enfants sur cette planète? Est-ce que la place, est-ce que la place de l'homme sera toujours possible compte tenu du réchauffement climatique? C'est pas à prendre à la légère. Et puis vous avez un dernier point qui est très important, c'est celui du logement. Le logement et la question démographique sont étroitement liés, sont totalement corrélés. Le premier enfant, le troisième enfant, ça dépend du logement. Vous êtes à deux, effectivement, vous envisagez de faire un enfant, mais vous avez un F2, par exemple. Si vous n'avez pas la possibilité de faire l'acquisition d'un F3 ou d'un F4, vous m'expliquez comment vous pouvez vous projeter et avoir un enfant. Ce n'est pas possible. Vous avez deux enfants. Vous aimeriez avoir un troisième enfant. Vous souhaitez élargir la famille. Vous êtes effectivement avec deux chambres ou trois chambres. Allez, même deux chambres. Deux enfants dans une même chambre, c'est tout à fait possible. On dit comme ça avec ma sœur, c'est tout à fait possible. Trois enfants dans une même chambre, c'est pas possible, ça s'appelle un dortoir. C'est pas une chambre. Et là, vous ne faites pas le troisième enfant. Et la crise du logement aujourd'hui, qui est terrible, qui fait que même pas seulement sur Paris, on n'arrive pas à se loger, est un véritable frein pour la démographie. Et un pays qui a une démographie en berne est un pays qui clairement va dans le mur. Alors, pas tout de suite, ce qui fait que les élus, les responsables politiques court-termistes se disent après moi, non pas le déluge, mais ce n'est pas mon problème. Mais ça pose un véritable souci. Laurent, vous revenez, je n'arrive pas directement à me relire, j'ai noté trop vite. Sur la première question de Mireille. C'était une question, donc c'était Pierre Gambardella, c'était sur Pardon, de Pierre, pardon. Comment vous réfléchissez aux questions de sécurité et d'immigration illégale et quel est le rôle de l'échelon régional? Il n'y a pas de rôle de l'échelon régional, en tout cas du conseil régional. Et pourtant, je suis directement impacté, moi, avec la crise migratoire, notamment entre Calais et le Royaume-Uni. Donc, j'ai un pouvoir d'interpellation, j'ai un pouvoir de proposition, mais je n'ai strictement aucune compétence en la matière. Je le regrette, mais il faut savoir que les élus régionaux n'ont absolument pas de compétences en matière régalienne. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des élus, même si on dit que le maire a un pouvoir de police. Tout ce qui relève de la police, de la gendarmerie, c'est bien évidemment du domaine de l'État. Et il n'y a qu'une police municipale
où il n'y a que des gardes assermentés, notamment si vous décidez de créer un service intercommunal, même de police de l'environnement, mais les pouvoirs des maires sont réduits à leur plus simple expression. Vous pouvez investir dans de la vidéoprotection, vous pouvez renforcer vos effectifs de police municipale ou de brigade intercommunale de l'environnement, et c'est tout. Et c'est tout. Donc ça, c'est vraiment un ressort national, ça relève du régalien, mais sur deux aspects. À la fois sur qui rentre, sur qui doit partir, et, je me permets, mais c'est vous qui me tendez la perche, sur la mise en place aussi d'une politique véritablement assumée, moi en tout cas c'est mon choix, de quotas migratoires par métier et par nationalité. Ce que des pays font, comme notamment le Canada, comme l'Australie, qui sont, je pense, des pays démocratiques, ils disent clairement de qui on a besoin sur le territoire pour pouvoir quel type de métier, quelles sont les nationalités que l'on peut rechercher pour pouvoir ces métiers. C'est simple, c'est sain, c'est totalement transparent avec un débat au Parlement. En France, on se refuse à avoir effectivement un tel débat. Et puis, il y a le niveau national, mais il y a le niveau européen. Je pense que la crise migratoire n'a pas vraiment commencé, parce qu'avec le réchauffement climatique et surtout s'il n'y a pas de nouvelles perspectives de développement économique en Afrique, vous aurez de plus en plus d'Africains qui quitteront ce continent pour venir en Europe ou ailleurs, et nous ne pourrons pas faire face. L'Europe a tout intérêt à investir massivement dans une nouvelle politique de coopération, de développement et de sécurité avec l'Afrique, pas avec l'aide au développement qu'on a aujourd'hui, hein, pas en la doublant, en la multipliant par 10, certainement, de façon à avoir une politique qui profite aux populations, à la jeunesse africaine, et qui permette aussi un développement africain dont l'Europe peut être aussi bénéficiaire, mais plus avec les comportements d'antan. Donc il est évident que c'est ça le véritable enjeu, parce que tant qu'il n'y aura pas de perspective d'un développement économique, d'avoir des infrastructures de santé ou autres, vous ne pourrez pas empêcher les gens de quitter leur pays, de tout abandonner, de se faire racketter par des passeurs et de vouloir chercher effectivement une autre vie, notamment en Europe. Vous voyez, les migrants que j'ai à Calais ou autres ne veulent pas rester en France. Ils veulent aller au Royaume-Uni parce qu'ils pensent qu'ils auront l'accès à un emploi. Donc, le véritable sujet, la véritable clé, c'est la question du développement de l'Afrique. Et ça, c'est pas seulement national, c'est aussi européen. Est-ce que vous avez encore quelques minutes pour quelques Bien questions? sûr, bien sûr. Alors, je vais vous poser donc, un groupe de questions de Grégoire Postelvinet, qui est aussi un membre actif d'X-Sursaut. Donc, voilà, en 3 temps. Le droit de l'environnement actuel bride largement la capacité d'arbitrage des préfets entre plusieurs priorités, au risque de voir leurs arrêtés annulés par voie juridique. Est-ce que ce droit est souvent ancré, et ce droit est souvent ancré au niveau européen? Dès lors, comment faire pour accroître le pouvoir d'arbitrage préfectoral que vous appelez de vos voeux? Donc, le rôle du droit de Pardon, l'environnement. tout de suite. Pas Ouais. vraiment au niveau européen. Pas véritablement au niveau européen. C'est surtout un pouvoir d'interprétation. Par exemple, les DREAL. Les DREAL, s'il n'y a pas l'autorité d'un préfet de région, ont d'une certaine façon non pas une autonomie importante, mais quand même. Donc, ce n'est pas tellement le niveau européen qui gêne les préfets. Ça peut toucher notamment dans la question du droit des étrangers. On a beaucoup d'exemples en ce moment. Mais sur le pouvoir préfectoral, à part dans les questions migratoires et droit des étrangers, c'est plutôt en matière économique qu'on a le sentiment que les préfets sont confrontés à une interprétation de leurs services. Et le tout dernier point, je le vois notamment sur des sujets essentiels, j'ai des gros enjeux économiques dans la région. On a des préfets qui sont obligés d'aller, mais je parle devant un public averti, d'aller bleuir des décisions, c'est-à-dire de remonter à l'hôtel Matignon près du Premier ministre pour que des décisions notamment puissent être validées et s'imposent à l'ensemble des ministères concernés. Franchement, qu'un préfet soit obligé d'aller voir le conseiller du Premier ministre pour qu'effectivement l'ensemble des ministères suivent la position qui sera bleuie et qu'un bleu de Matignon, comme on dit, n'a pas de sens, c'est une perte de temps. Il faut que localement, le préfet puisse le faire. Et encore une fois, sur des projets d'intérêt régional. Très bien. Alors, donc Grégoire continue. En second lieu, sur une plus grande autonomie fiscale des régions, quelles limites constitutionnelles peuvent-elles surgir au titre de l'égalité devant l'impôt, et quels peuvent être les effets en termes d'équilibre des territoires en accroissant la concurrence fiscale entre régions plus ou moins prospères? Si vous voulez répondre. Mais la péréquation relèvera toujours d'une certaine façon de l'État. Ça existe aujourd'hui, les départements riches qu'ils sont effectivement beaucoup moins. Mais la compétition existe, elle a toujours existé. Mais la compétition ne se fera pas seulement d'un point de vue fiscal. Dans les années qui viennent, l'attractivité sera aussi fonction du foncier disponible, avec notamment la loi sur le zéro artificialisation nette.
Ça touchera également aux capacités d'infrastructure. Est-ce qu'elles sont capables d'accueillir effectivement des populations? Elles tiendront aussi compte également des évolutions climatiques. Il y a des régions, et je ne dis pas ça parce que la mienne sera, paraît-il, après les études, celle qui profitera le plus du réchauffement climatique, tout en mesurant quels seront les inconvénients et en les anticipant au maximum pour que mes populations ne souffrent pas. Mais c'est ça qui jouera beaucoup dans les années qui viennent. Et puis ensuite, en gérant la ressource humaine dont auront besoin les entreprises. La compétition fiscale a existé, mais pendant longtemps, elle ne gênait pas celles et ceux qui en étaient les principaux bénéficiaires. Moi, je suis dans une région, je ne le cache pas, je suis mort de faim pour la création d'emplois, parce que quand j'ai eu les taux de chômage les plus importants en France, quand on a connu des restructurations lourdes, peu de gens se sont vraiment souciés des difficultés des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, que la vallée de la batterie soit dans les Hauts-de-France, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de financement. Mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, on a besoin de conduire aussi son développement par nous-mêmes. C'est la vocation des élus. Mais je ne crois pas à ça et je pense d'un point de vue constitutionnel, à partir du moment où le président de la République semble ouvert aux propositions concernant la Corse, je pense que c'est aussi une façon d'ouvrir la porte à plus de liberté de responsabilité pour les collectivités locales, toutes quelles qu'elles soient, mais les régions, je pense, vu leur taille, vu leur puissance économique, ont aussi vocation à bénéficier de ce nouvel élan, dont j'aimerais savoir jusqu'où il ira et quand est-ce qu'il se produira. D'accord. Et alors, troisième temps de la question de Grégoire, et sur la transition énergétique, elle apparaît aujourd'hui appelée une programmation nationale. Où mettre le curseur entre niveau local, régional, national sur ce sujet? Eh bien, écoutez, avec les comités régionaux de l'énergie, qui vont permettre aussi d'adapter un peu la stratégie au niveau régional, qui vont permettre aussi de mieux mesurer le niveau d'acceptation concernant l'énergie. Je vous donne un exemple sur la programmation des ENR. Vous le savez certainement, ne peut pas dire que je sois favorable au développement de mâts éoliens, l'éolien terrestre. Mais ce n'est pas parce qu'un matin, je me suis décidé à avoir une phobie, pas du tout. C'est tout simplement parce que dans ma région, j'ai 6% du territoire national en superficie et j'ai 29% des éoliennes. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Donc, je dis tout simplement que dans ma région, le développement des ENR maintenant, parce qu'on a rempli plus que notre part sur l'éolien terrestre, c'est de nous permettre d'avancer sur le photovoltaïque, sur le solaire, mais sans déforestation, sans prendre de terres agricoles, mais sur les bâtiments, sur nombre de friches. C'est aussi la méthanisation, qui a aussi beaucoup de sens. Nous étions partis avec des projets très ambitieux. Les conditions de rachat ont fait qui ont baissé, qui ont beaucoup évolué sous le poids de certains lobbies, ont rendu les choses plus compliquées, mais je crois beaucoup à ça. Donc, vous le voyez, le fait qu'on ait un comité régional de l'énergie peut nous permettre d'adapter notre stratégie. Et j'étais depuis 2016 candidat à l'implantation de 2 EPR, dont enfin, la visibilité qu'il y a maintenant sur le développement du nucléaire va permettre de commencer les travaux de terrassement en 2026, pas en 2036, en 2026. Donc, vous voyez, les programmations annuelles peuvent aussi mieux tenir compte des réalités locales avec ce comité régional de l'énergie. J'y crois, je suis prêt à jouer le jeu. À partir du moment où ça n'est pas un jeu de dupes, je n'hésiterai pas à le dire si tel était le cas. Je pense qu'on peut marier les deux, Laurent. Ok, merci. Alors, vous avez anticipé une question sur les éoliennes, donc vous avez déjà répondu à l'avance. Alors, Quelle était la formulation de la question? C'était transformation énergétique et des paysages. Les éoliennes sont-elles un problème ou une solution? Voilà. Avec le niveau qu'il y a chez moi, c'est clairement un problème. Alors, pour rester dans notre temps habituel, moi, ce que je vous propose, c'est je vous donne voilà, les dernières questions et en même temps, pour un peu l'occasion aussi de conclure ce webinaire. Alors, il y a Daniel Namias qui demandait qu'est-ce que vous pensez d'un programme d'économie à réaliser en France compte tenu de notre déficit public important? Je crois qu'on reviendrait aux 3% qu'en 2027. Donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas du tout. Le 3% en 2027, je n'y crois absolument pas. Et donc, alors, votre avis sur comment, alors est-ce qu'il faut faire des économies et si oui, comment? Et aussi à l'internaute qui donc vous donne le positionnement de gaulliste social. Alors, comment concilier, si vous acceptez ce qualificatif, comment accepter le fait que, ben, voilà, on veut que tout le monde travaille, vous avez mis en avant la valeur travail, et en même temps, ben, on utilise des contrats aidés ou subventionnés, etc. Donc, de moins en moins. De moins en moins. C'est vrai. Alors, mais comment concilier le fait que, voilà,
comment sponsoriser le travail, mais en même temps responsabiliser les gens. Donc peut-être conclure en voilà, quel est l'effort à faire par à la fois l'État pour ses économies et aussi peut-être la population pour augmenter peut-être la quantité de travail en France, pour peut-être augmenter notre prospérité et faire ce que nous, on appelle de nos voeux un sursaut économique pour la France et social. Voilà. On sait finir là-dessus, vous m'avez précédé. Ah. Bon, déjà, la question, c'est arrêtons de nous focaliser sur le taux de chômage, hein, parce que la question du taux de chômage, quand on nous dit on est au plein emploi, la véritable question, c'est est-ce que les gens, déjà, quand ils travaillent, s'en sortent, oui ou non? Un pays dans lequel, quand on travaille, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, c'est un pays qui va dans le mur. Il va dans le mur économiquement, socialement, politiquement. C'est la question des classes moyennes que j'évoquais tout à l'heure. Aller faire des grands discours sur le travail quand avec un travail, des gens n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a la question du revenu, il y a la question du partage de la valeur, il y a la question clairement des charges fixes qui aujourd'hui ne permettent pas d'avoir un reste à vivre digne de ce nom. Et dans ces cas-là, avec le même niveau de revenu, vous n'êtes pas logé à la même enseigne quand vous n'avez plus des enfants en âge d'étudier, quand vous avez des enfants qui sont en âge de faire des études supérieures. Vous n'avez pas le même reste à vivre quand vous habitez Saint-Quentin, où malgré des structures d'enseignement supérieur, elles sont moins développées qu'à Lille. Quand vous avez deux enfants qui font des études supérieures à Lille, vous n'êtes pas obligé de leur prendre un appartement. Vous êtes obligé de le faire quand vous êtes à Saint-Quentin. Vous pourriez me dire que des cadres sont dans une situation qui ne les place pas dans les classes moyennes. Ah bon? Quand ils habitent à Paris ou en région parisienne pour se loger, comment ils font? Donc, vous voyez, c'est vraiment cette question du reste à vivre, qui est la clé fondamentale. Les économies, il n'y a que l'État qui ne sait pas faire d'économies. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle structure, une grande école, sait qu'elle ne peut pas dépenser plus que ce qu'elle a. Il n'y a que l'État qui fait ça. Nous, les collectivités locales, régions, départements, communes, intercommunalités, c'est très simple. C'est très simple. Nous sommes aujourd'hui dans une logique où on ne peut pas voter des budgets en déficit. Donc voilà. Et encore une fois, alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a réalisé depuis le début de mon premier mandat à la région des centaines de millions d'euros d'économies, que ce soit en travaillant sur des secteurs d'activité sur lesquels on n'avait pas besoin d'autant de monde pour travailler, que ce soit également sur revoir un certain nombre de marchés, réaliser un certain nombre d'économies qui sont parfois un peu visibles, mais qui n'apportent pas de véritable marge de manœuvre, les véhicules, le train de vie, tout ça. Mais clairement, c'est la redéfinition des missions. Ma République des territoires permet d'aller dans ce sens. Qu'est-ce qui se fait à Paris? Qu'est-ce qui se fait dans les territoires? Plus vous êtes proche du territoire et de vos concitoyens, plus vous faites attention à la dépense, parce qu'il y a une sanction. Il fut une époque très lointaine où la dépense était politiquement, électoralement payante. C'est terminé tout ça. L'époque où des élus pouvaient se permettre de dire, allez, un salon des piscines un peu partout dans les quartiers, ça permet comme ça d'être populaire. Tout ça est terminé. Il y a aujourd'hui une overdose fiscale et un problème de consentement à l'impôt qui fait plus que pointer le bout de son nez, qui rend les choses très difficiles et très dangereuses. Donc, nous devons baisser les dépenses. En quoi l'État doit être présent et en quoi l'État peut effectivement laisser faire par d'autres. Je crois profondément à ça. Mais je crois au rôle de l'État. Et c'est ce qui fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que je suis un gaulliste social. Je crois à la place de l'État, mais avec de vraies priorités. De vraies priorités. Et si je vais un petit peu plus loin, vous me parliez tout à l'heure, un gaulliste social, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui pense que la droite que j'incarne n'est pas dure avec les plus fragiles. Quand vous êtes aujourd'hui avec le minimum vieillesse, quand vous êtes avec une allocation d'adulte handicapé, vous ne pouvez pas vivre. Vous ne pouvez faire que survivre. Et je pense d'ailleurs que ces minima-là ne sont pas assez importants. Mais la vraie question, c'est que quand vous êtes en âge de travailler, notre politique d'assurance chômage vise plus à garantir un niveau de rémunération comparable à celui que vous aviez auparavant, mais ne met pas le paquet sur le retour à l'emploi. Parce que je pense que c'est le travail qui aussi fait la dignité. Il n'y a pas de politique de retour à l'emploi suffisamment efficace dans notre pays. Mais assurance chômage, ça veut bien dire quelque chose. Politique de retour à l'emploi, de formation, comme c'est évoqué au début de notre webinaire, c'est quelque chose de très différent. Donc, je pense que c'est ça le vrai fondement. C'est le rôle de l'État, mais aussi ne pas confondre le fait qu'une politique sociale est avant tout destinée à celles et ceux qui ne peuvent pas travailler. Et j'en reviens à ce que j'ai tout à l'heure, la place du travail. Et si j'avais un peu un triptyque à vous proposer, c'est qu'au-delà du cadre international, au-delà de la place de l'Europe, je suis profondément européen. En étant gaulliste social, je suis profondément européen. C'est qu'il y a la question de l'autorité qui est le préalable à tout. Il y a la question du travail qui est vraiment le pilier.
Et puis, il y a la question d'une boussole qui est celle de nos enfants. Celle de nos enfants, c'est la question clé. Ça nous renvoie, tiens, Laurent, à la question de la dette publique. On ne peut pas continuer à danser sur un volcan comme on le fait, même si beaucoup de nos concitoyens nous disent depuis le temps qu'on nous parle des déficits et de la dette, on vit bien avec, pourquoi on ne pourrait pas continuer? Si les taux d'intérêt remontent, ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup moins de choses parce que vous avez la charge de la dette. C'est la question de la dette. C'est la question des services publics dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que les services publics ont ceci d'essentiel qu'ils tiennent les Français entre eux et qu'ils assurent aussi, malgré toutes leurs différences, une égalité de traitement. La France est quand même ce pays où, quand vous avez un cancer, la carte qui va vous être demandée pour vous soigner est une carte de couleur verte, une carte vitale et pas une carte bleue ni une carte gold. C'est la question de l'éducation. C'est ça, les services publics. Le troisième sujet, c'est la question du climat. Quand vous pensez à vos enfants, c'est cela. Et si j'y ajoute un dernier point, on voit aussi à ce qu'on me disait sur Gaulis social, Gaulis, c'est que aussi, c'est avoir toutes les raisons de cultiver ce qui fait la fierté d'être français. Et je me permets de le livrer, c'est aussi refuser tout ce qui est l'effacement de l'histoire française, tout ce qui est aujourd'hui les dérives wokistes ou autres. Donc je ne suis pas dans une identité rance qui nous renfermerait, mais une identité qui permet de s'ouvrir parce que ça nous renvoie à la fierté d'être français. Voilà ce à quoi je crois comme triptyque et comme conclusion. Mais vous l'avez compris, beaucoup sont à nous dire que le sentiment de dépossession et le sentiment de dominance chez les Français, c'est important, c'est vrai, mais je pense que la question du défi du déclassement est une question certainement prioritaire. Parce que nous ne voulons pas d'un déclassement d'un grand pays comme la France, mais les gens ne supportent pas aujourd'hui que le déclassement de leur position soit aujourd'hui ce qui les ronge. Et je pense que c'est l'une des clés, en tout cas l'un des défis que nous avons devant nous. Et c'est en ça que nous avons absolument besoin d'un sursaut. Merci beaucoup, super conclusion. Merci beaucoup Xavier Bertrand pour vraiment un échange vraiment très intéressant. Et puis on a eu trois quarts du temps sur la partie échange avec les questions-réponses, donc c'était vraiment vivant et très très intéressant. Beaucoup de matière pour réfléchir pour nous, pour X-Sursaut. Et puis on en avait parlé depuis longtemps de faire une conférence physique aussi, donc on garde ce projet Avec plaisir. et on vous tient au courant là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et merci et très bonne soirée à tous et je vous informerai par mail de notre prochain webinaire et puis celui-là sera bientôt mis en ligne. Voilà, à très bientôt, très bonne soirée. Bonne Bonne soirée à soirée. vous. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.